Alors, bon midi tout le monde. Ça me fait plaisir. Je souhaite d'abord la bienvenue à cette présentation sur le sujet, comme vous voyez à l'écran, bilan de mi-année. Quelle perspective pour les marchés selon Vanguard? Et donc, je me présente. Mon nom, c'est Éric Bolduc. Je suis directeur développement des affaires à la Banque nationale Courtage Direct. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de Monsieur Aimé Boakira. Juste avant de lui passer la parole, je veux simplement regarder, voir avec vous une petite divulgation, là, tout simplement. Donc, très simple. Donc, comme ça ici, donc d'abord que les renseignements énoncés pendant cette présentation donc, sont à titre informatif uniquement. Donc, évidemment, ça ne vise pas à donner de conseils, soit de nature juridique, fiscale ou comptable, et ça ne constitue pas du tout une recommandation ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vendre des produits quelconques, si on prend des exemples, par exemple. Donc, vous êtes toujours responsable chez Banque nationale Courtage Direct de vos décisions de placement, donc des conséquences financières en lien avec vos décisions de placement, que ce soit financière, fiscale. C'est à vous de prendre vos propres décisions, de faire vos recherches. Donc, je vais passer la parole à Aimé pour qu'il puisse prendre un instant pour se présenter juste avant de débuter la présentation. Oui, merci beaucoup Eric et merci à tous, à toutes qui sont à l'écoute aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Aimé Boakira, je suis chef des produits chez Vanguard Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas Vanguard, Vanguard est une entreprise basée aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale, on gère plus de 12 000 milliards, donc 12 trillions en anglais, d'actifs sous gestion. Et ici au Canada, donc on a la chance de travailler avec nos partenaires à la Banque nationale ainsi qu'à d'autres et pour nos FNB, nos fonds mutuels. Donc juste pour la petite histoire, donc j'ai fait mes études au Québec à HEC et puis à Sherbrooke. Puis par la suite, j'ai commencé ma carrière à Toronto et j'y suis depuis environ 25 ans maintenant. Donc voilà, c'est un petit résumé de mon parcours. Eric, maintenant je peux passer dans le vif du sujet si ça te dérange pas. Et donc on est là pour parler un peu faire le tour sur l'économie ici en milieu d'année. Et donc on verra, je pense, dans quelques instants, ce que nous pensons de l'IA. C'est un sujet beaucoup d'actualité. Et par la suite, un peu nos prévisions économiques. Mais je te passe la parole. Parfait, justement, donc Aimé, on est rendu à la moitié de l'année. Donc, l'IA est passée d'une idée qui semblait futuriste à vraiment une idée technologique qu'on utilise concrètement tous les jours, là. Donc, de plus en plus de gens s'en servent au quotidien, comme c'était le cas là, depuis plusieurs années qu'on utilise Google ou même, si on compare ça à autre chose, à un interrupteur de lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie mondiale? Non, c'est exact, Eric. L'IA est en train d'émerger comme une nouvelle technologie d'usage général, un peu comme l'électricité ou l'informatique, l'ordinateur personnel, et ça peut transformer des économies entières, pas juste certains secteurs, et en stimulant largement la productivité et en provoquant des changements structurels. Donc, à notre avis, son impact ressemblera davantage à celui de l'électricité, ça c'est dans les années 20, tellement il pourrait être étendu. Les grandes tendances technologiques ont été parmi les moteurs les plus puissants de résultats économiques, expliquant une grande partie des variations de croissance du PIB, donc la croissance de l'économie, des taux d'intérêt, des valorisations boursières depuis plus d'un siècle. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention parce que ça aura un impact sur nos investissements et sur les marchés en général. Et l'IA pourrait déclencher une poussée de productivité sur plusieurs décennies, ce qui aidera à compenser de gros vents contraires structurels, parce que tout n'est pas rose, comme le vieillissement de la population et les déficits budgétaires, surtout aux États-Unis, la plus grosse économie mondiale, quelque chose que peu de technologies peuvent accomplir. Donc, son impact pourrait se traduire donc à l'échelle mondiale si elle finit par l'emporter contre ces bons compteurs. Donc, l'IA, en termes de perturbatrices. Et donc, si on passe à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Si on parle un peu de croissance économique, on est encore vraiment dans la phase initiale, c'est dans la phase d'adoption et d'investissement dans l'IA en 2026. C'est une technologie d'usage général qui suit souvent, ça s'appelle une courbe en J, en parlant un peu plus technique. Donc la productivité peut d'abord paraître plus faible pendant que les entreprises réorganisent leurs activités, modernisent leurs systèmes existants, forment la main-d'œuvre et retiennent faire la main-d'œuvre des employés afin de gérer aussi une certaine réticence
face aux nouvelles technologies. Donc, on commence à voir les premiers signes d'un effet sur la productivité, mais la diffusion à grande échelle ne s'est pas encore produite, ça prend du temps. Et une bonne partie de la croissance du PIB aux États-Unis, donc on va se focuser surtout sur les États-Unis, est encore alimentée par les dépenses en capital, par une hausse, plutôt qu'une hausse des productivités des travailleurs. Donc, cela étant dit, on s'attend à ce que la croissance, donc pour la prochaine 2 ans, soit autour de 3% au niveau des États-Unis pour 2027-2028. Puis par la suite, on verra comment les choses vont s'ajuster. Et si on passe à la prochaine slide, s'il te plaît, Eric, je veux aussi un peu parler un peu de deux scénarios que nous envisageons. Donc, si l'IA est réellement transformatrice et si elle devient une technologie d'usage général qui se diffuse dans l'économie comme l'électricité, et ça va faire progresser tous les secteurs en même temps. Dans ce scénario, ce premier scénario qui est donc le scénario optimiste et notre scénario de base, la production par travailleur augmentera et on verra plusieurs tâches qui seront bonifiées, mais les travailleurs ne seront pas généralement remplacés. Leur rôle va plutôt évoluer. Et évidemment, comme toute technologie perturbatrice, il y aura certaines pertes d'emploi, on ne peut pas s'en cacher. Mais on verra surtout une réorganisation de l'économie. Les processus de travail, les modèles d'affaires seraient reconstruits autour de cette technologie de l'IA. Et les pénuries de main-d'œuvre, ainsi que le vieillissement de la population qu'on connaît tous, deviendront un peu moins problématiques grâce à une hausse de la productivité. Donc, autrement dit, les vents contraires structurels comme le vieillissement devraient être surmontés. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que si par contre le scénario plus sombre, donc plus pessimiste, ce qui est celui que la majorité des emplois seraient automatisés, donc un peu le scénario catastrophe dans lequel l'IA prend tous nos jobs, dans ce cas, la croissance du PIB augmenterait, mais elle serait surtout un effet ponctuel, et puis ensuite l'économie ralentirait à mesure que les travailleurs perdent leur emploi. Donc la croissance globale diminuerait, et même si le PIB par travailleur resterait plutôt élevé, dans ce scénario, l'effet sur l'économie serait donc limité et plutôt négatif. Donc, si l'IA ne se diffuse pas vraiment dans l'ensemble de l'économie et les gains de productivité seraient plus faibles qu'anticipés, à ce moment-là, on verrait les vents contraires qui sont le vieillissement de la population, l'endettement, qui resteraient assez présents. Parfait. Donc, c'est une petite question. C'est quoi les investissements en capital? On entend beaucoup parler de CAPEX et de dépenses. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, donc on entend beaucoup parler, on parle souvent de hyperscaler, on parle de sommes assez faramineuses au niveau du développement de l'IA qui a déclenché d'importantes dépenses en capital, alors que, donc, comme je disais, les gains de productivité réalisés sont encore limités. Et c'est cohérent avec ce qu'on a vu dans d'autres cycles d'investissement dans lesquels la part du PIB augmente au départ grâce à l'investissement, puis finit par plafonner et éventuellement reculer. Donc, on a un graphique à beaucoup de lignes, un peu spaghetti, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer, de comprendre de quoi il s'agit. Donc, ce qu'on a à l'échelle, c'est le nombre d'années pour l'adoption. Et c'est l'axe des X, ça, de gauche à droite. Et de haut en bas, là, c'est Y. On a les variations de la part du PIB. Et qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on regarde un peu l'histoire. Donc, il y a Mark Twain qui disait que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et donc, on essaie de voir un peu ce qu'il y a qui rime à ce niveau-là. Et donc, on regarde quatre événements un peu similaires dans le passé, des trajectoires, qui sont la fabrication automobile après la Seconde Guerre mondiale, donc à la fin des années 40, les chemins de fer et donc leur adoption dans les années 1840-1850, ainsi que les télécoms dans les années 90, pensez au boom qui a donné l'Internet, et finalement, donc, le pétrole et le gaz dans les années 70-80, il y avait ici un boom autour aussi un peu de situations géopolitiques assez intéressantes. Et donc, ce qu'on voit en regardant ce graphique-là, c'est que la ligne en fait, turquoise représente le déplacement actuel de l'IA. Et donc, ce que ça veut dire dans tout ça, c'est que donc les pointillés, un peu, c'est les prévisions, là où on s'en va. Et si on regarde donc les cycles passés, on se rend compte que ça prend environ 4 ans et demi avant d'atteindre le sommet, donc en moyenne, c'est une moyenne encore, avant le sommet au niveau de déplacement. Puis par la suite, les dépenses en investissement, donc le CAPEX, finit toujours par descendre. Donc ce que ça veut dire pour nous, ça veut dire que nous sommes encore dans les
première manche un peu de cette adoption au niveau de l'investissement et le CAPEX. Et on sait qu'il y a des sommes faramineuses, comme on disait, on a tous les grands Mag 7 qui investissent des centaines de milliards de dollars, tout ça pour construire des centres de données, pour chercher approvisionner en électricité, etc., etc. Donc, on n'en est qu'au début. Et comme je le disais tantôt, l'IA, pour l'instant, c'est beaucoup d'investissements, on en parle beaucoup, mais éventuellement, on devrait voir ça diffuser dans l'économie, tout comme avec l'électricité. Il a fallu construire tous ces poteaux électriques, tous ces barrages, etc. Puis par la suite, ça a aidé toute l'économie et on ne peut pas s'en passer dans n'importe quel secteur dans l'économie à présent l'électricité. Une chose qui est intéressante à regarder aussi à ce niveau de ces cycles d'investissement-là dans le passé, c'est de comprendre leur part dans l'investissement total dans l'économie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent parce que c'est vrai, beaucoup de la croissance économique aux États-Unis est basée sur ces dépenses en investissement pour l'IA. Mais si on compare, donc encore une fois, à ce qu'on a vu à la fin des années 40, dans les années 80, dans les années 2000, au cours de la technologie, on voit qu'au fond, la part de l'information et traitement de données, donc c'est ça, on parle des centres de données, est seulement de 7%. Et si on rajoute l'électricité, donc on sait que l'IA est très énergivore, donc elle consomme beaucoup, ça nous donne environ 13% en total. Donc moins que ce qu'on a vu dans le passé au niveau de l'économie et des dépenses dans un secteur particulier, et dans ce cas-là, de l'IA. Et donc, tout ça pour dire que le marché boursier, et donc on fait souvent l'allusion à ça avec ce qui se passe au niveau du marché boursier, est peut-être concentré, mais l'exposition des différentes sous-industries liées à l'intelligence artificielle est assez fragmentée. Et donc, on pourrait voir une diffusion très large et des retombées assez positives à ce niveau-là. Donc maintenant, il circule beaucoup de scénarios catastrophes sur l'IA, donc pas nécessairement du style Skynet, mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans les médias sur les perturbations que ça pourrait causer sur le marché du travail. C'est quoi la réalité sur le terrain? Oui, je pense que la réalité, elle est un peu... il y en a beaucoup qui craignent un peu ce qui va arriver donc au niveau du chômage et pertes d'emploi. Je parle un peu du scénario catastrophe un peu plus sombre dans lequel l'IA automatiserait tous les jobs et donc ce serait pas bien pour l'économie à long terme. Mais je pense que parfois il faut aussi regarder dans le passé un peu, utiliser une analogie afin de mieux comprendre où on en est et peut-être faire la part des choses par rapport à ce qui arrive. Donc, d'ailleurs, quand je pense à ce scénario, ça me fait penser un peu là où j'ai commencé ma carrière. À la fin des années 90, je travaillais en succursale dans une banque. J'étais caissier, ma première job dans une succursale, c'est sur le plateau de Montréal. Et donc, ce scénario-là, ce qui est en train de montrer, le nombre, ça c'est aux États-Unis, le nombre d'emplois de caissiers, qui est la ligne turquoise qui commence en haut, environ 500 000. Et en bas, on regarde le nombre de guichets, donc de guichets automatiques de billets, et qui a commencé au début des années 80, donc il y en avait environ 50 000 en 1983. Et ce que beaucoup craignaient avec l'adoption des guichets automatiques, c'est que plus il y en aurait, moins il y aurait de jobs caissiers. Moins des gens perdraient leur job au niveau dans les banques. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au fait, alors que, donc c'est des premières lignes, donc si on regarde de gauche à droite, donc c'est un effet chronologique, on voit que il y avait une augmentation du nombre de guichets automatiques, mais le nombre de jobs de caissiers dans les banques n'a pas changé. C'est la nature de l'emploi qui a plutôt changé. Et c'est vrai que maintenant, de nos jours, ça a beaucoup baissé. Maintenant, ils sont environ à 200 000 aux États-Unis. Donc, mais ce qui a été l'élément déclencheur, c'est pas les guichets automatiques, c'est plutôt la signature de la loi encadrant les signatures électroniques. C'est une loi qui s'appelle e-sign. Au Canada, ça s'appelle le PRPDE, et ça s'est signé en 2000. Et ce que cela a permis, c'est que ça a permis au fait de pouvoir faire des transactions avec des signatures électroniques. Je pense par exemple à l'année passée où j'ai renouvelé mon hypothèque. Eh bien, on m'a envoyé les documents électroniquement. J'ai signé ça électroniquement et c'était fait. J'avais pas à aller en succursale, aller signer ça officiellement. Et donc, c'est avec l'adoption des services bancaires mobiles, on fait de plus en plus de transactions avec son téléphone intelligent. C'est là qu'on a vu donc cette baisse-là. Donc, tout ça, c'est pour dire que les emplois, c'est vrai qu'il y a certains emplois qui ont été perdus, mais il y en a d'autres qui ont commencé, qui ont existé avec l'ascension donc
des services bancaires mobiles et le reste. Il y a des emplois comme celui de gestion de produits numériques ou des experts en cybersécurité qui ont été créés. Donc, il y a des postes qui n'existaient pas avant et il y a une transformation du marché du travail. Donc, bien que, en bref, donc si je dois résumer ça, une technologie qui semble très perturbatrice peut prendre du temps avant d'entraîner des pertes d'emploi et avec le temps, elle peut créer des nouveaux postes spécialisés, par exemple, comme je disais, des experts en cybersécurité qui ont besoin d'un niveau de compétence assez élevé, plus qu'un caissier dans une banque. On pourrait un peu regarder ce qui arrive au niveau du marché du travail et ce à quoi on s'attend. Donc, selon nous, la majorité des emplois vont être bonifiés et non éliminés. L'IA va surtout transformer les tâches à l'intérieur des emplois qui sont plutôt... donc, par là, j'entends des tâches et pas des emplois. Donc, au sens où on regarde un emploi, c'est une série de tâches, de choses qu'on fait. Et il y a certaines tâches qui vont être automatisées par l'IA et d'autres qui vont rester là. Donc, en termes, ça va changer donc les tâches et non des professions entières. Donc, on s'attend à ce que les emplois vont évoluer et plus de 70% des postes vont connaître des gains de temps importants en général, selon nos études. Et fait intéressant, si les travailleurs deviennent plus productifs, la demande pour eux devrait plutôt augmenter plutôt que diminuer. Donc, dans ce scénario de catastrophe, l'idée, c'est ceux qui seront capables d'utiliser l'IA intelligemment vont être en forte demande. Et donc, l'IA va remplacer des tâches routinières et répétitives, ce qu'on appelle donc des tâches cognitives basées sur des règles en termes techniques. Et comme on l'a vu dans la diapositive précédente, elle va aussi créer des nouveaux emplois qui n'existaient pas auparavant. Donc, ce tableau le montre clairement. Donc, les emplois en vert sont des emplois non routiniers qui demandent de la réflexion stratégique et des liens interpersonnels et sont ceux qui vont le mieux tirer leur épingle du jeu avec l'IA. Par contre, les emplois qui sont plutôt en orange, en brun clair, et qui, comme les développements de systèmes, la documentation, la coordination, qui peuvent être davantage codifiés, là, on prévoit donc les rôles un peu moins favorisés. Donc, mais vraiment, somme toute, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'IA n'éliminera pas la majorité des emplois, elle va plutôt les redéfinir. Donc, et puis, d'ailleurs, il y avait une question qui dit, à court terme, il y a beaucoup d'emplois perdus dans le domaine des technologies de l'information. Cette expertise sera remplacée par l'IA. Mais si ce phénomène se répand dans tous les secteurs d'activité et tous les secteurs d'activité sont touchés, les consommateurs pourraient se retrouver sans les moyens de consommer, faute de ressources financières. Est-ce un scénario envisageable à moyen terme? Et donc, je pense que j'ai un peu adressé cette question-là dans les slides précédentes. Et une chose que je pense qui est intéressante aussi à regarder, c'est les données réelles. Je sais qu'on parle souvent des mises à pied au niveau du secteur technologie et peut-être certains codeurs qui parlent de leur emploi. Mais une chose qui est intéressante, c'est que si on regarde la croissance de l'emploi, donc après, on enlève la période Covid, il y avait beaucoup de bruit, comme vous savez, mais on regarde avant Covid et par la suite entre 2023 et 2025, et on regarde aux États-Unis, on regarde les professions qui ont une forte exposition à l'IA, sont en hausse, sont passées de 1% à 1,7% en termes de taux de croissance annualisé. Et pour toutes les professions, on voit que le taux de croissance a été beaucoup moindre. Et une autre chose qui est assez intéressante, c'est la croissance des salaires réels. Donc, ceux qui s'y connaissent en IA, ils ont connu des bons de salaire assez importants, donc de 3,8%, par rapport à toutes les autres professions où en moyenne, la hausse était de 0,7%. Donc, tout ça pour dire que malgré ce qu'on lit dans les manchettes, un peu comme on parlait un peu des caissiers et de ce genre d'exemple caissiers dans les banques, c'est que bien que c'est vrai, il y a certaines parties où il y a des pertes d'emploi, en termes généraux, les données nous montrent que les travailleurs dans les technologies d'information ne s'en sortent pas si mal que ça, somme toute, en termes de leur situation d'emploi en général. Donc, pour moi, encore une fois, l'IA redéfinira des tâches et pas nécessairement tous les jobs. Et pour nous, 70% des jobs vont être augmentés. Il y aura une augmentation en termes de productivité. Donc, tout ce qui est routine, tout ce qui est paperasse,
va partir. Et un exemple, je donnerai juste pour conclure, c'est qu'il y avait une étude en Colombie-Britannique. On a suivi des médecins et les médecins, il y en avait qui utilisaient l'IA. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'ils ont pu libérer plusieurs heures de travail par semaine en faisant tout ce qui était les notes, prise de notes, certaines affaires administratives. En utilisant l'IA pour ça, ils avaient plus de temps à consacrer pour leurs patients. Et en somme toute, donc c'était une bonne chose. Donc un peu une redéfinition du rôle. Merci. Prochaine étape, tout simplement. Chez Vanguard, vous ne parlez jamais en absolu, personne n'a de boule de cristal évidemment, là, mais quels sont les scénarios haussiers ou encore baissiers qu'on pourrait voir à partir d'ici? Oui, non, c'est vrai. Tu as bien raison. On regarde le monde en termes de probabilité. On sait, personne n'a une boule de cristal et ne sait exactement comment les choses vont se passer, mais on voit les tendances et on peut utiliser nos données. On a des données qui remontent à plus de 100 ans, des données statistiques, et ça nous permet un peu d'un peu déterminer ce qu'on pense être les scénarios les plus probables. Donc, j'ai parlé de 2 scénarios auparavant. Donc, un scénario où l'IA est transformatrice, et donc c'est le scénario de base, et l'autre où l'IA ne sert qu'à automatiser, donc le scénario pessimiste. Et si on assigne les probabilités que l'IA, donc tout se passe bien, et que ça devient une technologie d'usage général, on voit que à 55-60%, c'est ça la probabilité. Alors qu'il y a un 25-30% qui serait à probabilité plutôt négative. Et je sais pour ceux qui font les maths, ça n'égale pas 100%. Il y a une autre petite probabilité d'environ 10%, 10-20%, qui est dans laquelle on est dans le statu quo. On a une croissance d'environ 2% comme dans le passé, une inflation à 2%. Donc un peu le scénario où le passé est garant de l'avenir, ce qui n'est vraiment jamais le cas. Mais vraiment, notre scénario de base, 50-60%, c'est que l'IA est transformatrice. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? Dans ce scénario-là, on verrait une croissance soutenue de la productivité. L'IA deviendrait une technologie donc d'usage général. Elle réorganiserait la production, les modèles d'affaires, les secteurs d'activité, et aussi les travailleurs plus âgés participeraient davantage au marché du travail en occupant des rôles moins exigeants physiquement. Donc, comme le montre ce graphique-là, donc à partir de 2027, on devrait commencer à voir une croissance et cette transformation se concrétiser. Et dans ce scénario, l'automatisation serait modérée, mais l'augmentation des capacités humaines et la création de nouvelles industries serait beaucoup plus large. Et donc, à l'inverse, en scénario plus sombre, l'automatisation serait très élevée, les travailleurs seraient déplacés et il y aurait une hausse temporaire de la croissance, mais qui ne durerait pas à long terme. Et donc, en fait, ce que je pense un peu à une anecdote, et je pense que c'est ça qui est important un peu à considérer, c'est que je vois souvent des gens qui essaient de présager l'avenir et qui ont des scénarios catastrophes, etc., etc. Mais moi, je dirais une chose qui est intéressante, c'est qu'on parle aussi d'analogie par rapport à la bulle technologique de l'an 2000. On a vu qu'il y a eu une bulle qui a explosé par la suite et il y a eu la bulle Internet. Et c'est là où je commençais ma carrière, d'ailleurs, à la fin des années 90. Mais une chose qui est intéressante, c'est que beaucoup de gens sont focusés sur certaines entreprises qui sont en train de construire donc ces centres de données, qui font les puces. Mais si on regarde dans le passé, il y avait des compagnies comme Nortel, si on se rappelle Nortel au Canada, si on se rappelle de Cisco Systems, etc., qui étaient les coqueluches du marché. Mais on n'a pas réussi à prévoir qui seraient les gagnants par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Internet. Parce que si on va en 99, pensez-y, à ce moment-là, on pense à Facebook, Meta, avec Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg était au collège, était au high school à cette période-là. Netflix, vous envoyez des DVD par courrier pour regarder des films. Si on pense à Google, je pense que les deux gars étaient encore dans le garage en train de créer leur compagnie. Donc tout ça pour dire que tous ces gagnants-là, on ne sait pas encore qui ils sont. Donc c'est sûr que c'est pas rassurant quand on pense à une catastrophe. On sait que ça va être une technologie perturbatrice au niveau de l'IA, mais on est plutôt optimiste sur ce que ça va donner par rapport à la croissance. Donc une croissance plutôt de 3% plutôt que 2%. Donc c'est qui est très important. Et si on va à la prochaine slide et qu'on parle un peu de l'effet au niveau des portefeuilles
Et donc, l'effet serait plutôt positif donc, dans les deux scénarios. Donc, un scénario, donc transformation de l'IA, on voit une croissance des portefeuilles, c'est un portefeuille équilibré 60-40 de l'ordre de 6 à 8%. Donc, un peu moins important que dans le passé, mais quand même des rendements assez intéressants. Et quand on regarde dans un scénario où l'IA ne sert qu'à automatiser, là, on voit un portefeuille 60-40 augmenter que de 3 à 5%. Et le scénario moyen, qui est beaucoup plus faible, comme je disais, on voit une croissance de 5 à 7% du portefeuille. Donc, somme toute, des perspectives intéressantes pour les investisseurs positives. Et si notre scénario s'avère réaliste, beaucoup plus positif que dans le passé. Donc maintenant, l'IA n'est pas la seule force qui influence l'économie. C'est quoi votre prévision pour le reste de l'année? Oui, donc si on fait un peu le tour du monde au niveau de prévisions économiques donc actuelles pour le reste de l'année 2026, on peut le regarder en termes de régions, donc Canada, États-Unis, zone européenne et puis la Chine, un peu pour les marchés émergents, comme c'est l'économie la plus importante, et on regarde différents facteurs qui sont la croissance du PIB, l'inflation, le taux de chômage et aussi donc le taux directeur, donc les taux de la banque, les banques centrales, les grands agentiers. Et ce qu'on voit, c'est que on est dans une bien meilleure situation que ce qui avait été anticipé il y a environ un an. Si je me rappelle, il y a un an, il y avait le président Trump dans le Rose Garden qui avait parlé de tous ces tarifs, toutes ces barrières tarifaires qu'il allait mettre en place. Et on prévoyait à ce moment-là, les scénarios les plus pessimistes prévoyaient un chômage de 10% au pays, une récession de 3 ans, etc., etc. Mais quand on regarde, somme toute, donc la première colonne, la croissance, on voit qu'elle est positive plus ou moins partout. Donc, au Canada, on prévoit une croissance pour l'année de 1,8%. Et on s'est retrouvé dans une situation où, grâce à l'ACUM, donc l'accord Canada, États-Unis, Mexique, l'accord de libre-échange, le Canada est le pays qui a été le moins touché par les tarifs parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. On est plutôt plutôt optimiste, quant aux négociations entourant l'ACUM. On sait qu'on est en période de renégociation, de révision, parce que les États-Unis, bien malgré ce que dit le président Trump, se trouvent dans une situation géopolitique complexe avec une inflation qui est encore un peu élevée. C'est sûr qu'il y a aussi la crise avec l'Iran, on vient de signer un accord là-dessus aujourd'hui. Et donc, perturber le Canada un peu trop nuirait directement à la production intérieure américaine et aux emplois aux États-Unis. Et donc, l'inflation de base, on s'attend à ce qu'elle reste globalement bien contenue, même si un conflit prolongé, s'il y a une recrudescence d'un conflit au Moyen-Orient, ça peut un peu changer la donne, et donc on verra. Et quand il s'agit du marché du travail, on est dans une situation où les embauches sont faibles, mais les mises à pied le sont aussi. En anglais, on dit un low fire, low hire environment, donc un environnement où, donc, comme je répète, les embauches sont faibles, mais les mises à pied le sont aussi. Et on s'attend à une légère reprise d'ici la fin de l'année, avec un taux de chômage qui se retrouve là où il est aujourd'hui, de 6,5%, soutenu par des hausses de salaires réels et un ralentissement de la croissance démographique au pays. Et le taux directeur doit rester à 2,25%, soit le bas de la fourchette neutre en termes de taux, et ce qui est positif pour stimuler la demande en tout. Donc c'est pour le Canada. Donc si on regarde vers nos voisins du Sud, aux États-Unis, là, on verrait une croissance un peu plus accrue de 2,3%, soutenue par la résilience des dépenses en capital et par leur demande intérieure privée, donc les consommateurs américains. On sait que l'année passée, les États-Unis ont signé le One Big Beautiful Bill, qui aura un effet positif sur la croissance, surtout grâce à la déréglementation et la baisse des impôts. Leur inflation de base devrait se terminer autour de 2,8%, avec des risques à la hausse, donc liés un peu aux tarifs et aux pressions des biens liés aux technologies de l'information, en raison des déplacements des infrastructures IA, ainsi que la persistance de l'inflation dans les services hors logement. Et la croissance de l'emploi ralentit, mais les mises à pied, donc où les départs des volontaires sont limités. Donc, vous attendez un taux de chômage qui monterait à environ 4,6%. Donc, tout ça, c'est ça notre scénario de base pour l'instant.
Et si on traverse l'océan et qu'on s'en va en Europe, là, on s'attend à une croissance plus faible de 0,8%, donc en 2026, alors que la hausse des prix de l'énergie et le resserrement des conditions financières freinent l'activité d'une région exposée au choc pétrolier, puisque c'est une importatrice nette d'énergie en Europe. Donc, quand ça va mal au niveau de l'énergie, les prix augmentent. L'Europe le sent beaucoup plus que les autres régions, la plupart du temps. Et l'inflation qui repart à la hausse avec un meilleur point de départ qu'en 2022, mais avec des pressions inflationnistes. On a d'ailleurs vu la Banque centrale européenne augmenter les taux la semaine passée. Et donc, pour leur marché du travail, il n'est pas particulièrement tendu et on s'attend à un taux de chômage d'environ 6,4% d'ici la fin de l'année. Et enfin, on prévoit donc deux hausses de la Banque centrale européenne en 2026 à titre préventif, encore une fois, contre les pressions inflationnistes. Là, j'achève donc mon tour un peu de l'économie, des prévisions économiques de Vanguard pour 2026. J'achève avec la Chine. Et donc, on s'attend à une croissance dans le haut de la fourchette des 4% en 2026, avec donc la surperformance du premier trimestre qui a été soutenue par les exportations résilientes et un appui budgétaire avancé, ainsi que la solidité de la fabrication de pointe et des secteurs liés à l'IA en Chine. La Chine aussi investit beaucoup dans l'IA. Et on voit que la demande intérieure reste toutefois faible, avec leur secteur immobilier qui continue à freiner en activité. Et pour l'inflation, elle demeure basse, bien que le prix de l'énergie un peu plus élevé aide à atténuer un peu les pressions déflationnistes qu'ils ont en Chine. Ils sont en surproduction, ils ont beaucoup d'immobilier, donc ça met une pression à la baisse sur l'inflation. Et donc l'énergie vient un peu rehausser tout ça. Et au niveau de leur politique budgétaire, elle continuera à appuyer des secteurs cibles, c'est-à-dire comme l'IA, les technologies vertes, tandis que leur politique monétaire doit rester inchangée. Donc, ça, pour faire un peu le tour, mais tout ça pour dire que donc l'économie se porte plutôt bien, généralement, et on devrait voir donc l'effet de l'IA, et on verra aussi au niveau de notre économie ce que donneront les pourparlers sur l'ACE. Alors maintenant, c'est sûr que comme tout le monde, là, on ressent tous l'effet de la hausse du prix de l'essence à la pompe, là, du moins pour ceux qui n'ont pas de véhicule électrique. Parlez-nous des effets économiques d'une hausse du prix du pétrole. Oui, donc j'ai un petit graphique ici qui explique un peu nos prévisions, mais je pense qu'il faut comprendre ça encore en termes de probabilité. Et c'est ça qu'on avait fait un peu comme exercice, donc au début de la crise, pour essayer de comprendre un peu quel effet pourrait avoir une guerre d'une durée assez longue au niveau de la participation, de la fermeture du détroit d'Ormuz, etc., etc. Donc, ce qu'on voyait, et en fait, ça un peu se réalise, c'est qu'on avait un scénario de base de 1 à 2 trimestres, donc le scénario en jaune, et on regardait ça au niveau du Canada, les États-Unis, la zone euro et enfin le Japon. Et ce qu'on voit d'abord pour le PIB, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, au niveau du Canada, comme on sait, on est un exportateur de pétrole, un assez gros producteur de pétrole, l'effet sur le PIB généralisé est positif. Légèrement positif, donc de 23 points de base, alors que dans les autres pays, c'est plutôt une baisse qu'on voit du PIB avec une hausse des prix du pétrole. Et l'autre chose donc on voit en termes de l'inflation, c'est bien sûr, vu l'effet du pétrole sur les prix, dans ce monde du transport, etc., et des denrées alimentaires à travers donc les fertilisants qui sont faits à partir du gaz naturel, on voit à ce niveau-là une augmentation de l'inflation et l'inflation globale, et pour l'inflation de base aussi une augmentation. Donc, ce que je veux vraiment qu'on retienne par rapport à l'effet donc des hausses du prix du pétrole, c'est que on profite à cause de l'Alberta, mais d'un côté, plus donc la crise donc se prolongerait, et on sait que ça a été signé aujourd'hui, on verra si ça tient comme accord. On sait qu'il y a beaucoup de choses à négocier encore, 60 jours pour négocier un peu le nucléaire, et tout ça, c'est à voir. Mais donc, somme toute, on s'attend à ce que donc il y ait eu un petit effet positif pour le Canada, et enfin l'impact a été relativement faible. Et si le détroit s'ouvre, donc 20% des productions
de la production du pétrole qui va passer à travers le détroit d'Ormuz. Ça permettra en fait de baisser les prix à la pompe et on a commencé à voir le prix du baril du pétrole sur les marchés commencer à baisser. Et donc, pour ça, on peut C'est ça parler pour les taux d'intérêt où vous les voyez s'en aller dans les prochains mois ou années? Oui, Eric, j'en ai parlé tantôt au niveau des taux d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure, on s'attend à ce que la Banque du Canada ne change pas de taux, son taux directeur de 2,25%. Donc, les taux sont importants. Il y a un impact sur les consommateurs au niveau des cartes de crédit, les hypothèques, etc., mais aussi au niveau des entreprises pour leur endettement et les gouvernements aussi. Et donc, il y a le marché qui s'attend parfois au début d'année à des hausses, mais je pense que il y a des il faut penser encore pensons ça en termes de scénario. Le scénario de base, c'est que les taux vont rester à 2,25% pour le restant de l'année, mais est-ce qu'il y aurait un scénario dans lequel la Banque du Canada pourrait couper les taux? Oui. S'il y a des risques baissiers sur l'inflation liée à l'économie, combinés à des risques entourant la CEUM, ça pourrait pousser la Banque du Canada donc, à réduire ses taux. Une autre raison de baisser les taux, ce serait des pertes d'emploi à temps plein préoccupantes. On sait qu'au début de l'année, c'était un peu préoccupant parce qu'on avait perdu plus de 100 000 emplois au niveau des 4 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril. Et au mois de mai, on a eu une hausse donc d'emplois de plus de 80 000 postes. Donc tout ça pour dire que ça va venir un peu rééquilibrer le marché du travail. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'inflation donc tirée par la demande. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons d'oser le taux. L'inflation de base ralentit généralement et les rendements obligataires ont déjà augmenté. Donc ça veut dire un resserrement des conditions de crédit. Les banques, je veux dire le marché à travers les obligations avait déjà commencé à augmenter les taux un tout petit peu. Donc ça s'appelle un resserrement des conditions de crédit. Et donc ça fait un peu la job de la Banque centrale. Et donc, pour nous, le scénario de base, c'est que rien ne va changer pour l'instant au niveau du Canada. Et si on parle un tout petit peu plus de ce qui arrive au niveau de l'inflation, c'est une des choses que donc la job de la Banque centrale, si vous allez aller sur le site de la Banque du Canada, vous allez voir que à chaque 5 ans environ, il y a un contrat qui est signé entre le gouvernement du Canada et la Banque du Canada. Et le gouvernement, ça part un peu du mandat de la Banque du Canada. Et la Banque du Canada, c'est maintenir le taux d'inflation à environ 2% dans une fourchette de 1 à 3% et avec une moyenne d'environ 2%. Et donc, ce qui est important pour nous de voir, c'est de suivre où en est l'inflation. Donc, l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation, une façon plus longue de parler d'inflation. Et il y a plusieurs mesures qu'ils regardent. Ils regardent donc l'inflation totale, qui, comme vous le voyez, avait atteint les 8% en 2022, donc en sortant de Covid, avec la demande excédentaire qui s'est passée par la suite. Bien sûr, ils ont augmenté les taux en 2022, l'inflation est redescendue au niveau actuel, mais il y a aussi d'autres indicateurs comme l'IPC tronqué, l'IPC médian. Tout ça, c'est une façon de mesurer l'inflation en essayant d'enlever les extrêmes. L'inflation de base exclut l'énergie et la nourriture afin d'éviter un peu ces intrants-là qui sont un peu plus volatiles. Mais donc, ça, j'explique beaucoup ce graphique-là, mais je veux juste un peu que vous compreniez de quoi on parle à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que l'inflation, elle est assez bien contenue. Et aussi, on verra avec donc cet accord ce qui va arriver. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que la Banque du Canada ne bouge pas et qu'elle reste à 2,25%. Passons maintenant à la démographie. Comment la population canadienne évolue-t-elle et quel impact cela pourrait-il avoir avec notre économie? Oui, c'est ça. On a un autre graphique ici qui parle un peu de notre PIB, mais aussi en regardant ça en termes en termes de la population générale. Donc, on prévoit une croissance du PIB canadien d'environ 1,8% en 2026, comme je l'ai dit, et cela reflète vraiment une économie résiliente. La croissance sera soutenue par des mesures budgétaires liées à la défense, aux infrastructures et au logement. Donc, on a vu ce que le gouvernement a annoncé. Et
le prix de l'énergie, comme j'ai expliqué tantôt, a déjà stimulé le PIB canadien cette année. Donc, le gouvernement a encaissé davantage de redevances et de taxes. Les termes de l'échange sont améliorés et ça, c'est venu soutenir nos comptes nationaux. Et vraiment, est-ce qu'on s'en tient donc à ta question, Eric, sur la population du Canada? Elle, en fait, on est en train de diminuer. On a vu ça à la fin de l'année, puis au début de cette année aussi, on voit des diminutions. On en parlera un tout petit peu tantôt. Je sais que j'ai un graphique que je vais partager avec vous par la suite. Mais ce que ça montre, en fait, c'est qu'on est en train de montrer qu'il y a une augmentation du PIB par habitant. Il y a une croissance importante de la population du fait qu'à un moment, il y a une année ou deux, on voyait que le PIB par habitant était en train de baisser. On s'appauvrissait généralement en moyenne. Mais maintenant qu'il y a plusieurs travailleurs étrangers temporaires ont quitté le marché du travail et ceux autres avaient des emplois assez à salaire faible, on voit une remontée du PIB par habitant. Donc, tout ça pour dire que donc, le PIB se tient bien et puis la population est en train de baisser un tout petit peu, mais pas de manière alarmante. Et on verra comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Et oui, et donc pour continuer un peu sur cette idée-là, ce que je veux montrer sur le graphique-là, c'est le nombre de résidents non permanents qui a diminué. Donc, il y avait énormément de demandeurs de permis de travail d'études qui étaient venus au pays, qui étaient venus augmenter la population. Et depuis 2025, on a vu que le gouvernement a mis en place des mesures pour baisser un peu le nombre de ces résidents non permanents, comme on les appelle. Et aussi, même les demandeurs de permis de travail temporaire seulement aussi sont en baisse. Donc, tout ça, ça explique un peu la baisse de la population et aussi donc la remontée un tout petit peu du PIB. Somme toute, je pense que c'est assez contenu au niveau de la population. Et donc, quand on regarde le taux de chômage total, comme j'en parlais tantôt, il y a donc une dynamique de faible embauche et peu de mise à pied, low hire, low fire, comme j'ai expliqué tantôt. Et donc, les mises à pied ne s'accélèrent pas, mais les tendances est même un tout petit peu à la baisse au niveau des mises à pied. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas le licenciement agressif, c'est la faiblesse donc des embauches. Et les entreprises donc, ont tendance à garder les employés, mais n'augmentent pas leurs effectifs. Et quand on parle des nouveaux entrants, des diplômés, les personnes qui reviennent sur le marché du travail, donc qui reviennent sur la population, donc qui rentrent dans la population active, c'est plus difficile pour eux. Donc, je sais que les jeunes diplômés ont pas mal de difficultés à trouver des emplois, et c'est un peu les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Donc, on pense que le marché du travail ne se détériorera pas davantage, surtout s'il y a des discussions constructives par rapport à la CUM. Et donc, on verra si les entreprises avec un peu moins d'incertitude vont se remettre à réembaucher. Et donc, le resserrement de la croissance démographique devrait aussi resserrer le marché du travail et peut-être créer des opportunités. Donc, tout ça pour dire que donc sur ce graphique-là, comme on voit le taux de chômage de la population totale qui est à gauche, donc qui est à 6,5% environ, et le taux d'emploi qui est à droite, qui est environ à 60%, 61% de la population active. Et donc, c'est une situation qui est plutôt stable, mais l'offre pour le travail pour les plus jeunes est plus difficile. Maintenant, comme les marchés réagissent très rapidement aux chocs géopolitiques et aux manchettes, est-ce qu'on sait comment les investisseurs ils se comportent? Oui, et là, c'est une assez bonne nouvelle par rapport aux statistiques qu'on voit sur le comportement des investisseurs, et peut-être que certains des auditeurs aujourd'hui sont aussi dans ce camp-là, c'est qu'on voit que malgré toutes les manchettes assez négatives et les chocs géopolitiques, c'est que les investisseurs, en gros, sont restés assez disciplinés. Et on voit que la proportion quotidienne d'investisseurs qui transigent des actions est demeurée plutôt stable autour de la moyenne. Et donc, ce qui est une bonne chose, c'est que l'idée, c'est que souvent, il ne faut pas réagir sur des
il faut garder la tête froide par rapport à ce risque géopolitique qui sont généralement de courte durée et essayer d'entrer et de sortir du marché mène généralement à une sous-performance à long terme parce qu'il est vraiment très difficile de bien synchroniser les marchés. J'ai donné l'exemple tantôt, on parlait des tarifs l'année passée et les scénarios catastrophes qu'il y avait. Si on était sorti des marchés, on aurait vraiment perdu des belles occasions de faire des gains au niveau des marchés. Donc c'est ça. Donc, somme toute, c'est une situation assez positive. Et un dernier mot pour notre auditoire. Oui, absolument. Donc, merci pour l'écoute à tous les auditeurs aujourd'hui. C'est un graphique, il y a beaucoup de données, mais somme toute, j'aimerais juste mettre l'emphase sur nos projections par rapport aux actions et aux obligations. Et nos projections seront plutôt sur le long terme. Donc, c'est des projections qui sont basées sur des modèles assez sophistiqués et on regarde un peu sur un horizon de 10 ans. Et ce que je pourrais dire donc, par rapport au marché, généralement, donc encore beaucoup de données, et vous pouvez regarder à votre aise, c'est que je mettrai en face sur le fait qu'on est particulièrement optimiste à l'égard des titres de valeur américains et les actions des marchés développés hors États-Unis. Donc, on pense au marché, je sais que maintenant les marchés, c'est vraiment le large cap growth, la croissance US, les grandes capitalisations. Mais pour nous autres, c'est vraiment les titres de valeur et les actions des marchés donc développés aux États-Unis qui devraient profiter, parce qu'au fur et à mesure que l'effet de l'IA donc va commencer à se diffuser, ce ne sera pas seulement les entreprises qui bâtissent les technologies qui en profiteront, mais celles qui seront les utiliser. Et donc pensez aux services professionnels, aux soins de santé, à l'éducation. Donc de plus en plus ils vont l'utiliser, devenir plus productifs. Et ça devrait permettre la profitabilité et aider leurs titres. Et tout ça pour dire que si une technologie d'usage général est vraiment générale, elle va toucher tous les secteurs, et d'où son nom. Donc le message, c'est que les créateurs de technologies ne sont pas toujours ceux qui en récoltent les bénéfices à long terme. Comme je disais tantôt, je donnais l'exemple d'un Cisco, d'un Nortel, qui étaient des grosses entreprises à la fin des années 90, mais par la suite, ce sont les Netflix, les Amazon et toutes ces compagnies qui ont pu profiter de ces technologies-là pour faire des gros profits pour leurs investisseurs. Donc voilà, ça conclut en fait mes propos. Merci, Aimé. Ce que je vais faire, je vais te laisser le temps de regarder, voir s'il y a des questions. Pendant ce temps-là, je vais prendre juste 2 minutes pour montrer certaines informations là, disponibles sur le site de Courtage Direct. Et peut-être après, s'il y a des questions, tu pourras y revenir. Donc, tout simplement, là, vous dire que si vous avez des questions qui ne sont pas en lien avec la présentation du jour, je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller directement sur YouTube et taper Banque Nationale Courtage Direct, vous allez trouver notre chaîne. Mais sinon, vous allez également pouvoir avoir le lien quand vous êtes sur notre page, que ce soit quand vous êtes dans votre compte de courtage ou encore quand vous êtes sur la page d'accueil. Vous avez le lien là, YouTube juste ici que vous pouvez cliquer pour vous emmener vraiment sur notre chaîne YouTube où vous avez des capsules sur différents sujets, sur des outils qu'il y a sur notre site de Courtage Direct, évidemment, mais aussi sur des outils individuels, mais aussi sur la plateforme en général. Donc, vous pouvez consulter ça, évidemment, ça peut être très pertinent. Également, donc, je vous amène là, sur la plateforme quelques secondes tout simplement. Donc, je vais aller dans un compte démo. Je vous rappelle que chez Courtage Direct, lorsque vous transigez, vous avez aucun frais de transaction lorsque vous achetez et vendez l'ensemble des actions canadiennes ou américaines et la même chose pour les fonds négociés en bourse. Donc là, aujourd'hui, je vous amène ici tout simplement, non pas pour vous montrer des outils vraiment particuliers, mais si vous êtes intéressé par certains fonds négociés en bourse, souvent c'est une question qu'on a. Donc, vous pouvez retrouver là, un centre de FNB lorsque vous passez dans la section marché et que vous descendez ici sur le centre de FNB. Et dans la section, il y a quelques petits onglets ici. Vous pouvez aller consulter dans la recherche FNB. Vous avez un document ici qui va s'ouvrir sous format PDF, je vais l'ouvrir, avec plusieurs liens qui vont vous emmener sur différents documents. Mais moi, celui que j'aime et qui est remis à jour aux environs aux 6 mois, donc ça devrait être bientôt. Là. La dernière fois, c'était le 28 novembre. Donc, vous pouvez regarder ça. C'est une liste complète
de toutes les FNB qui se transigent du côté canadien et également du côté américain. Donc, et c'est très intéressant. En fait, c'est très facile à consulter puisque ça vous amène sur un sommaire de l'ensemble des ETF, des FNB qui se transigent du côté canadien et aussi du côté américain, comme je le mentionnais. Et là, ici, vous avez tout simplement là, directement aller cliquer sur un secteur. Donc, si on dit, moi, je veux aller thématique equity, là, par exemple. Donc là, je vais descendre. Ça m'amène directement sur la bonne page. Et donc, le thématique equity ici, ben là, je vais avoir plusieurs FNB qui vont être, on a parlé de beaucoup d'EI là, en début, là, les AI. Donc, vous pouvez avoir plusieurs FNB sur le sujet. Donc, vous pouvez consulter, là. C'est vraiment très simple. Donc, je voulais vous en faire part puisque c'est une liste qui, pour ceux et celles qui recherchent des FNB, qui vont vous faciliter la vie en utilisant cette liste-là. Donc, c'était selon. Donc, Amy, est-ce que tu as trouvé, est-ce qu'il y avait des questions que tu n'avais pas répondu, que tu avais reçues et que tu n'avais pas répondu là, pendant la présentation? Oui, et je vais les lire parce que pour voir. Une autre question parle au début du mandat de Donald Trump, plusieurs postes ont été supprimés dans l'administration américaine. Est-ce que cela a eu un impact aux États-Unis? Est-ce que l'impact a été que temporaire? Merci. Oui, on se rappelle bien les manchettes avec Doge, avec Elon Musk, qui était chargé de chercher des économies importantes. Et je pense qu'en tout, je suis en train de vérifier les données, et ils ont perdu environ 260 000 emplois, qui est très faible. 260 000, des économies qui sont discutables en termes de ce qu'ils ont pu chercher. Mais juste pour mettre ça en perspective, il y a 163 millions de travailleurs aux États-Unis. Donc 260 000 sur 163 millions, c'est vraiment c'est une petite goutte d'eau. Donc il n'y a eu pas beaucoup d'effets, pas du tout au niveau du budget américain ou de faire toutes sortes d'économies. Donc l'effet a été, je dirais, temporaire et plutôt un effet qui a vendu plus de journaux que d'avoir fait d'effet sur l'économie américaine. Donc je m'arrête là. Je sais qu'on est à court de temps, Eric. Oui. Merci beaucoup pour les questions et merci beaucoup pour l'écoute et l'attention. Ben, merci à toi pour la belle présentation pertinente et très intéressante. Donc, au plaisir pour les participants que vous inscriviez à d'autres présentations comme celle-ci. Donc, toujours dans la section webinaire sur notre site, vous pouvez retrouver les prochains à venir. Donc, n'hésitez pas. Donc, au plaisir tout le monde et encore merci.